est bel et bien arrivé? Est-ce que c'est sous contrôle? Parce que le nombre de CHSLD sous surveillance ne cesse d'augmenter. Oui, c'était 40 il y a 2 semaines, 80 la semaine dernière et on est rendu à 102 aux dernières nouvelles. Il y a une mise à jour qui est faite tous les jours à 14 heures. Donc ça aussi, quand on regarde en avant puis qu'on regarde vers le déconfinement, on parle un peu moins de ce qui se passe actuellement dans le présent. Et on a l'impression que dans le discours politique, à tout le moins, ça ne veut pas dire que sur le terrain, ça ne s'est pas activé, mais dans le discours politique, à tout le moins, on a moins parlé du déploiement dans les CHSLD à partir du moment où on a attaché le déploiement des soldats de l'armée. Mais les soldats de l'armée, ils sont juste arrivés hier dans certains CHSLD. Il y en a 400, il n'y en a pas 1000 encore. Ah, voilà, exact. Il y en a 400. Alors, on va écouter le point de presse. Et vous voyez qu'il y a maintenant, avec notre camarade qui dirige le point de presse, il n'y a pas beaucoup de distance, mais beaucoup de gens m'écrivent depuis des jours là-dessus en disant pourquoi eux sont plus collés, Sébastien. On répondra après. On va laisser le premier ministre tenir son point de presse. D'abord, je suis content de vous retrouver. Je veux remercier la vice-première ministre Geneviève qui m'a remplacé hier. Je m'excuse auprès de ma mère, j'avais oublié de l'aviser que je ne serais pas ici hier, donc elle était très inquiète, donc je ne suis pas malade, je suis en pleine forme. Et donc, content d'être de retour. C'est au tour de la ministre de la Santé d'être en vacances aujourd'hui. Elle a une longue interpellation demain qui s'en vient avec l'opposition, donc il faut qu'elle se prépare. Donc, je suis avec le docteur Arruda, qui est vraiment plus que 2 mètres de moi. Donc, on respecte les consignes. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 98 nouveaux décès, donc un total de 1859. Je veux bien sûr offrir toutes mes sympathies, mes pensées, mes condoléances aux familles, aux proches. On a beau tous les jours annoncer de nouveaux décès. C'est toujours des vraies nouvelles personnes qui ont des vraies familles, donc c'est très difficile. Peut-être une précision, pas parce que les personnes, dépendamment du lieu où ils viennent, sont plus ou moins importantes, mais juste pour les fins de suivi de la situation. Sur les 98 décès qu'on a eus hier, 92 étaient des personnes qui vivaient dans les résidences de soins de longue durée et donc 6 qui vivaient dans la population en général. Pardon. Je veux aussi préciser une chose. Là. Depuis le début, j'essaie de tout vous dire la vérité. Quand on regarde la situation dans les CHSLD, on a actuellement 4400 personnes qui sont infectées à la COVID-19 dans les résidences de soins de longue durée. Évidemment, on va tout faire pour essayer d'en sauver le maximum, mais il faut, à un moment donné, être réaliste. C'est certain qu'il va continuer d'y avoir beaucoup de décès, malheureusement, dans les prochains jours, les prochaines semaines. À partir du moment où il y a 4400 personnes infectées, là, c'est difficile de mettre un ratio. J'ai bien essayé avec le docteur Arruda, là, mais c'est difficile à prévoir, mais on peut quand même prévoir, malheureusement, qu'il va y avoir d'autres décès. Peut-être vous dire aussi, les 4400 personnes qui sont infectées sont concentrées dans 280 résidences. Donc, sur 2600 résidences qu'on a au Québec, CHSLD, RPA, ARI, il y en a 280, donc un peu plus que 10 qui sont infectés. Les autres n'ont pas de cas d'infection. Donc, c'est certain, quand on parle du personnel qu'on ajoute et puis de l'attention qu'on porte, on se concentre d'abord sur ces 280 résidences, sur ces 4400 personnes là, qui sont infectées. Puis bon, j'aime mieux vous dire que probablement, malheureusement, que le bilan des décès au cours des prochains jours, des prochaines semaines, risque de continuer d'être élevé dans la partie résidence, soins de longue durée. Ça m'amène aussi à vous faire une précision, parce que je lis encore beaucoup d'articles où on fait des comparaisons avec ailleurs dans le monde, d'autres provinces, d'autres États, d'autres pays. Il faut être très, très prudent dans les comparaisons, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne déclare pas les décès
dans les centres de soins de longue durée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits où on dit, une fois la crise terminée, on mettra en place la méthode qui s'appelle en anglais « excess death », où on va comparer le nombre de décès pendant la période de la crise avec les mêmes périodes des années précédentes pour voir justement combien de décès réels sont reliés à la COVID-19. Et selon plusieurs spécialistes, on risque d'avoir dans plusieurs pays, plusieurs autres endroits dans le monde, des mauvaises surprises. Ici au Québec, là, et puis on a toujours été réputé pour ça, même quand il y a des fortes chaleurs ou qu'il y a d'autres problèmes qu'on vit, tout est déclaré, là, que les gens aient été testés ou non par épidémiologie. Je finis par être capable de le prononcer avant la fin, j'espère. Mais bon, donc on déclare tous les décès. Je reviens sur les cas et les hospitalisations. On a 27 538 cas confirmés, une augmentation de 944. 1684 personnes hospitalisées, une augmentation de 36. 214 personnes aux soins intensifs, une diminution de 8. Bon, c'est sûr, quand on regarde les hospitalisations, 1684, on vous avait déjà dit qu'on avait, au début de la crise, libéré 7000 lits. Mais il faut comprendre qu'une bonne partie de ces 1684 lits occupés sont dans la région de Montréal. Donc, on suit de très près la situation à Montréal. On l'a vu au cours des dernières heures. Il y a entre autres 3 hôpitaux qui ont causé des problèmes importants. Là, Maisonneuve-Rosemont, le Lakeshore à Pointe-Claire, puis l'hôpital Douglas, là, qui reçoit des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Bon, vous dire, il y a beaucoup de patients qui ont été sortis ou qui sont en train d'être sortis de ces 3 hôpitaux pour être envoyés. Vous savez, on l'avait dit, on a réservé des hôtels, là, des vrais hôtels, là, comme le Best Western ou comme la Place du Puy. Puis on a aussi refait, réaménagé l'Hôtel Dieu. Donc, on est en train de sortir beaucoup de patients de ces 3 hôpitaux pour être capable aussi de repartir un peu à zéro. Donc, il y a un grand nettoyage, désinfection qui va être fait. Puis on est quand même optimiste d'être capable, dans les prochains jours, de reprendre le contrôle dans ces 3 hôpitaux. Bon, il y a une situation aussi qui est inquiétante à Montréal-Nord. Beaucoup de personnes sont infectées. C'est probablement la sous-région là, au Québec où il y a le plus de cas. Donc, les responsables de la santé publique sont sur le terrain, ont commencé à faire des tests, des suivis des personnes qui ont été rencontrées par les personnes qui ont été testées positives. Puis dans les prochains jours, on va augmenter de façon très importante les tests à Montréal-Nord. Parlant de tests, bon, d'abord, on est rendu au Québec à 214 000 tests. Si on veut se comparer, là, puis comparer des comparables, puis ça, on peut le faire pour les tests, ça veut dire qu'on a fait un peu plus que 25 000 tests au Québec par million d'habitants. Je vous donne quelques exemples. En Ontario, on en a fait 18 000. Aux États-Unis, on en a fait 18 000 par million. Au Royaume-Uni, 12 000. En France, 7 000 tests par million. Donc, nous, on est à 25 000. Et il est prévu que dès la semaine prochaine, là, actuellement, on fait à peu près 6 000 tests par jour. Dès la semaine prochaine, on va passer à 14 500 tests par jour. Et dans les semaines qui vont suivre, on va augmenter encore plus. Dr. Arruda aura l'occasion, dans les prochains jours, de vous expliquer ce plan-là. Bon. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du déconfinement à Montréal. Je viens de le dire, la situation est pas mal sous contrôle quand on sort de Montréal, mais à Montréal, il y a encore des hôpitaux, il y a beaucoup de lits d'occupés. Donc, les marges de manœuvre sont moins grandes à Montréal. Juste vous dire, puis vous rappeler, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on réouvre demain matin. Je vous rappelle, les commerces à Montréal
on prévoit qu'ils vont réouvrir le 11 mai et que les écoles à Montréal vont ouvrir le 19 mai. Donc, on est aujourd'hui le 30 avril. Ça veut dire concrètement là, qu'il nous reste 11 jours pour les commerces, 19 jours pour les écoles. Et moi, je veux juste vous dire, là, le go, là, puis je ne fais pas de jeu de mots, va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies avant ces dates-là. Puis, les conditions sont les mêmes à peu près partout dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pose 6 conditions qu'on suit de très près. Donc, l'épidémie doit être sous contrôle. On doit avoir assez de tests, être capable de faire assez de tests. On doit porter une attention aux milieux vulnérables, comme on le fait actuellement à Montréal-Nord. Il doit y avoir des mesures de mise en place sur les lieux de travail. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui arrivent de l'extérieur. Ça, on a eu l'assurance de M. Trudeau. Puis, on doit mobiliser les communautés. C'est ce que je fais presque à tous les jours. Et je veux aussi rassurer certaines personnes sur l'indépendance du docteur Arruda puis de la santé publique. Moi, je dirais même que c'est le contraire, là. Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Je l'écoute, là, comme si c'était ma mère. Donc, je veux juste vous rassurer, là, je n'ai pas d'influence indue sur le docteur Arruda. Je l'écoute. Je suis docile. Maintenant, le personnel de la santé. Bon, j'ai entendu tantôt les infirmières. Je comprends très bien qu'il y en a qui ont besoin de repos. Puis on fait tout pour essayer de combler les postes des personnes qui sont absentes. Je vais vous faire une espèce de bilan. Bon, on est à 10 500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. On est rendu à 7 200 personnes qu'on a trouvées, qui travaillent maintenant grâce à Je contribue. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout que on me dit que la grande majorité de ces personnes-là souhaitent rester après la crise. Donc, très bonne nouvelle pour tout le monde, là. C'est encourageant pour le long terme. On a aussi 1200 étudiants et enseignants qui sont dans nos établissements actuellement. On a ce matin 241 soldats au total qui sont dans nos établissements et on prévoit bientôt en ajouter 276. Bon, si vous additionnez tout ça, là, ça ne donne pas 10 500. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on fait moins de chirurgie actuellement. Donc, il y a du personnel qui habituellement était dans les hôpitaux, qui a été transféré. Je pense qu'on a à peu près 120 médecins, puis il y a des infirmières, des préposés, donc qui ont été déplacés des hôpitaux vers les autres établissements, en particulier les CHSLD. Puis on continue le recrutement, là. Puis je continue à dire aux gens, inscrivez-vous, tous ceux qui sont prêts à venir travailler dans nos CHSLD, qui sont prêts à venir travailler à temps plein, ou les personnes qui sont retraitées, qui veulent revenir, là. C'est le temps ou jamais, là, on a besoin de vous autres. Mais je veux quand même vous dire là, que la plupart des postes actuellement sont comblés. Donc, il reste encore des ajustements à faire à certains endroits. Là, c'est pas parfait, mais quand même, la situation s'améliore. Donc, je veux dire aux infirmières que on comprend que vous allez devoir prendre des vacances, là, bien méritées. Il s'agit juste, là, bon, qu'on travaille ensemble là, pour la suite des choses. Je veux revenir sur les consignes. Oui, on a fait un plan, on a déposé un plan, une prévision de déconfinement, en particulier à Montréal. Je ne suis pas trop inquiet pour les régions, mais pour Montréal, là, c'est très important si on veut être capable de commencer le déconfinement à Montréal. D'abord, qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je sais qu'il y a eu une espèce de débat hier sur l'interprétation des lois, mais au-delà de l'interprétation des lois, on n'en veut pas de rassemblement. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, là,
s'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement. La bataille n'est pas gagnée à Montréal. Et je veux le répéter, je l'ai dit quand j'ai annoncé les dates pour les écoles puis pour les entreprises. Si la situation se détériore, il n'y aura pas d'ouverture à Montréal. Puis je n'hésiterai pas, là, je n'irai pas prendre de risques. Donc, franchement, il faut respecter les consignes si on veut graduellement revenir à une situation un peu plus normale. Je termine avec mes remerciements du jour. Je veux remercier les personnes qui s'occupent des enfants vulnérables. Bon, vous savez, c'est un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a 1 an, on entendait la fameuse histoire de la petite fille de Granby qui a touché, je pense, le cœur de tous les Québécois. Depuis ce temps-là, d'abord, je veux vous dire qu'on a ajouté des budgets, des postes. Il y a des postes d'intervenants qui ont été ajoutés pas mal partout. Je sais que tous les postes n'ont pas été comblés. On va continuer de le faire. C'est important aussi de dire que les listes d'attente dans les DPJ ont baissé même avant la crise. Il faut être prudent quand on regarde. Là, oui, ils ont baissé pendant la crise, mais là, c'est parce qu'il y a eu moins de signalements. Donc, il faut être prudent dans cette interprétation. Donc, je veux offrir mes remerciements du jour aux pédiatres, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux éducatrices, à tous les intervenants dans nos DPJ, puis de remercier aussi Régine Laurent, puis les commissaires qui continuent leur travail, puis qui vont continuer de nous faire des recommandations pour qu'on s'occupe mieux des enfants vulnérables. Et une des façons d'aider ces enfants-là, c'est de retourner nos enfants à l'école. C'est sûr qu'actuellement, il y a moins de signalements. Une des façons de retrouver le même niveau de signalement qu'avant, c'est de retourner ces enfants-là à l'école. Donc, s'il y en a encore qui hésitaient à suivre les consignes, faites-le pour nos enfants vulnérables. Parce que si on n'est pas capable de déconfiner, en particulier à Montréal, on va continuer d'avoir des enfants où on ne pourra pas signaler les abus. Donc, si vous ne le faites pas pour d'autres raisons, faites-le pour les enfants vulnérables. C'est important qu'ils retournent à l'école. Donc, je termine en vous disant, on a encore beaucoup d'efforts à faire, en particulier à Montréal. Donc, c'est important, si on veut réussir à rencontrer les objectifs puis le plan qu'on s'est donné, qu'on respecte la distance de 2 mètres avec les autres personnes. Si jamais on pense qu'on n'est pas capable de respecter le 2 mètres, il faut se mettre un masque. Et c'est important aussi de faire attention, une attention particulière aux personnes qui ont 60 ans ou plus. C'est pas parce que je vous aime pas, les personnes de 60 ans ou plus, c'est juste parce que je veux vous garder avec nous autres. Donc, je compte sur vous pour que ça se passe bien pendant le mois de mai et je vous remercie. Maintenant en anglais. Yes, good afternoon. Oui, bonjour. Actuellement, nous allons assez bien. Maintenant, s'il y a de la transmission dans quelques quartiers, comme par exemple à Montréal-Nord, l'Autorité de la santé publique de Montréal applique la stratégie du dépistage et des enquêtes dans cette zone-là. J'aimerais être bien compris. Nous avons annoncé nos plans de réouverture, mais cela ne commence pas cette semaine. Les rassemblements sont toujours interdits. Il n'est pas le temps d'arrêter nos efforts de distanciation physique et sociale. Il faut faire preuve d'encore plus de discipline. Si nous relâchons nos efforts et la situation ne s'améliore pas à Montréal, je n'hésiterai pas à éloigner et reporter
la réouverture. Donc, je compte sur chacun. Merci. Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Olivier Bossé du Soleil. Bonjour, messieurs. J'aimerais que vous m'expliquiez comment je peux interdire à mon fils de 10 ans de ne pas aller jouer avec le voisin, mais que dans quelques jours, ils vont être 15 dans la même pièce. Bien, je peux commencer là, en disant ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir moins d'enfants dans chaque classe, puis de dire aux enfants, autant les parents que les enseignants, restez à 2 mètres, puis si jamais vous passez à moins de 2 mètres, il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ça reste là. Je pense que ça, c'est important. Donc, de la même manière, à un enfant de 10 ans, il faut lui expliquer que c'est mieux de toujours être à 2 mètres des autres personnes. Peut-être, si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, une des choses aussi que je veux vous dire, là, quand on parle de la région de Montréal, on parle de la région métropolitaine. Hein? Je ne voudrais pas que les gens de Laval interprètent que les consignes que le premier ministre vient de nous donner ne s'appliquent pas à eux. La couronne autour de Montréal, je pense que c'est la même chose. C'est la zone chaude, les zones froides sont vraiment plus à l'est et à l'ouest. Il y a une chose qu'il faut comprendre, quand on va dans les processus qu'on va mettre en place au niveau scolaire, là, puis au niveau même des garderies, ça ne sera plus les mêmes processus qu'on avait avant. Hein? Les travailleuses vont porter des masques. Il faut aussi comprendre qu'on connaît que les gens qui vont être là, ce ne seront pas des gens qui sont susceptibles, alors que votre voisin, je ne sais pas s'il y a une grand-mère ou pas, etc. Fait que, il faut aussi voir cette réouverture. Quand on a fait un point d'arrêt, hein, on a défini des travailleurs essentiels, qui étaient des gens qui étaient permis, etc. Il faut voir ce déconfinement-là qu'on fait actuellement avec les garderies, avec certains secteurs d'activité, comme étant une nouvelle définition de travailleurs essentiels. Ça ne veut pas dire qu'on se relâche complètement. Et ça, c'est majeur, à mon avis, parce que la quantité de réouverture va être dosée pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement-là, puis d'être capable d'intervenir là. Si vous commencez à vous rassembler un peu partout, on ne saura plus d'où ça vient nécessairement. Fait que c'est très important de maintenir cette approche-là. Puis, comme le disait le premier ministre, qui est très docile, on va appliquer je vous dirais, les recommandations de l'OMS. Mais on voit déjà certains relâchements. On m'a parlé de certains parties de COVID-19 comme on faisait pour la varicelle. Il y a des choses qui se relâchent et je ne voudrais pas que ça devienne de façon significative là, parce que ça va venir brouiller la carte. Parce qu'on ne saura pas dans quel secteur ça vient d'où. C'est vraiment une transmission communautaire qui ne sera pas associée nécessairement d'emblée aux réouvertures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut y aller par étapes. Parce que quand on va ouvrir des usines ou des entreprises, on va savoir qu'il y a un potentiel là, puis on va être en mesure de le contrôler là. Mais si la personne, c'est en faisant un party COVID chez eux ou avec d'autres qu'elle l'attrape, on vient compliquer notre diagnostic populationnel. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit, que la population respecte la prescription qu'on va vous donner. Donc, en sous-question. M. Arruda, votre collègue, directeur de la santé publique de l'Estrie, Alain Poirier, a dit même, lui, qu'il croit que c'est le temps de penser à déconfiner les gens de 70 ans et plus qui sont en santé, évidemment. On ne parle pas des gens en CHSLD. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je le pense aussi qu'il faut regarder ça, particulièrement peut-être dans les zones qui sont froides, aussi comparativement à ce qui se passe à Montréal. Mais compte tenu, comment je pourrais vous dire, puis je suis très conscient des problèmes que ça entraîne entre les familles par rapport aux parents. Je pense qu'on va vous revenir avec des consignes au cours des prochains jours, mais il est encore trop tôt maintenant, dans une période de déconfinement qui pourrait être interprétée un peu n'importe comment pour le faire. Fait qu'on est en train d'analyser ça, puis soyez assurés, là, que notre objectif, c'est pas de retenir pour retenir. Notre objectif est pour retenir, pour être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe, bien comprendre la dynamique de transmission. C'est un élément très, très important et ça fait partie des conditions de l'OMS. Merci. Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous, messieurs. Une question qui vient de médecins spécialistes. Actuellement, il n'est pas possible de retourner dans une résidence ou dans un CHSLD un patient qui est hospitalisé parce qu'il a été atteint de la COVID-19, mais qui a passé 2 tests négatifs. À la veille de l'ouverture des commerces, écoles, ce qui va entraîner une hausse des cas, des médecins se demandent comment gérer les lits avant que des malades supplémentaires s'ajoutent.
quand et comment sera-t-il possible de donner congé aux malades âgés qui sont rétablis? De façon générale, là, on veut, puis je parlais tantôt de 3 hôpitaux, là, on veut retourner certains patients, soit dans des hôtels, soit dans le CHSLD où ils étaient. Évidemment, compte tenu de la situation qu'on vit dans les CHSLD, on pensait que c'était bon de les garder pendant un certain temps à l'hôpital, mais éventuellement, il va falloir retourner ces patients-là pour retrouver le niveau d'opération, d'activité qu'on avait avant dans les hôpitaux. Oui. Ils ont enclenché comme tel à différents endroits, soit vers l'hôtel, soit vers des nouveaux lits qui vont se créer à l'Hôtel-Dieu, etc. Par là, je parle de la région métropolitaine, parce qu'il faut maintenir cette capacité à la fois de traiter nos urgences, puis nos semi-urgences, puis une capacité de recevoir d'autres patients qui vont venir probablement du milieu du déconfinement. Et en complémentaire, en fait, qui fait écho à la question de mon collègue tout à l'heure, parce que vous avez peut-être vu, mais le regroupement des résidences pour aînés ajoute sa voix aussi. Il demande le déconfinement de ses locataires. Il s'inquiète de leur détresse psychologique. Et il demande, vous l'avez dit, donc une annonce, mais un plan le plus rapidement possible pour qu'ils puissent au moins planifier un déconfinement puis mettre en place des mesures. Que leur répondez-vous? Bien, moi, je réponds qu'on va le faire, comme on l'a fait avec nos énergies là, depuis le mois de janvier, qu'on travaille avec les entreprises et les industries. Je pense qu'il faut être capable de donner des consignes à ces résidences privées ou résidences pour personnes âgées pour qu'ils aient un plan de match. Ça fait partie des instruments qu'on veut mettre en place pour les supporter comme tel, pour qu'ils puissent comprendre aussi ça veut dire quoi. Puis il faut aussi bien communiquer avec les personnes qui vivent dans ces résidences-là, parce qu'il y a des phénomènes de délation aussi même des fois, puis de grandes peurs qui peuvent même nuire au climat social à l'intérieur de la résidence. C'est pour ça qu'on veut le faire d'une façon avec un plan et une approche communicationnelle qui est adéquate. Sinon, ça peut devenir le free-for-all. Merci. Prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour, M. Aouda. 98 morts, on est dans les gros chiffres là, depuis le début de cette pandémie. On atteint presque le 2000 morts depuis le début de la pandémie. C'est un peu plus haut que le chiffre optimiste que vous nous aviez donné dans vos graphiques. Le déconfinement va débuter d'ici 2 semaines. À ce rythme-là, avec le déconfinement, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait 2500 morts qui s'ajoutent au mois de mai? Bon, d'abord, comme je le disais, puis comme je l'ai montré sur le graphique que je vous ai présenté il y a quelques jours, on vit comme 2 mondes dans un. On regarde aujourd'hui, sur 98 décès, il y en a 92 qui viennent des CHSLD et des résidences de soins de longue durée. Il y en a 6 qui viennent de la population en général. Donc, malheureusement, pour ça j'aimais mieux le dire tantôt, on a encore 4400 personnes vulnérables dans des CHSLD et autres résidences qui sont infectées. Donc, malheureusement, on peut s'attendre dans les prochains jours à avoir d'autres décès dans les CHSLD. Mais il faut regarder aussi la situation dans le reste de la population. Et il faut regarder la situation de nos hôpitaux. Nos hôpitaux en région, la situation est sous contrôle. À Montréal, on fait un suivi très proche et, comme je le disais tantôt, avant de rouvrir les commerces le 11 mai, puis les écoles le 19 mai, on va s'assurer que la situation est bien contrôlée dans nos hôpitaux de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder comme il faut, de façon détaillée, la situation. Mais lorsqu'on va déconfiner, M. le Premier ministre, en région, en zone froide, il va en avoir des cas. Est-ce que vous serez capable d'avoir la capacité de traiter ces gens-là en région? Bien, c'est ça qu'on veut s'assurer. C'est qu'on veut s'assurer que s'il y a des gens qui sont infectés puis qui ont besoin de soins, qu'on ait cette capacité-là dans les hôpitaux. Là, on l'a actuellement. Puis, ça se fait graduellement. Le mot important, c'est graduellement. Donc, à chaque jour, on va regarder les résultats. Puis, si on voit que la pression est trop forte dans les hôpitaux,
bien, on va ralentir le déconfinement. On va y aller vraiment là, selon le degré de contrôle qu'on a dans les hôpitaux. Merci. Maintenant, au tour de Geneviève Lajoie, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Bonjour, messieurs. Vous avez parlé de la situation encore dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés. Monsieur Arruda, le regroupement québécois des résidences pour aînés s'inquiète de voir les enfants de leurs employés retourner à l'école, sachant qu'ils pourraient être infectés puis ramener le virus dans les résidences pour aînés. Est-ce que vous demandez au personnel des CHSLD, des résidences pour aînés, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ou à la garderie? Mais à ma connaissance, ça n'a pas été amené comme étant un critère comme tel, parce que ça devient ce qu'on appelle un contact d'un contact, là. C'est quoi que tout peut arriver, puis les gens qui vont travailler en CHSLD vont avoir à porte des moyens de protection comme tel. Donc, quelque part, c'est que si on commence à faire toute cette liste-là, on se retrouvait avec des problèmes probablement de main-d'œuvre. Mais c'est sûr que aussi, ce qui est important, c'est, puis pour répondre aussi un peu à l'autre question, les gens qui ont des complications et qui sont hospitalisés, c'est toujours possible qu'il y ait des jeunes, là, mais les gens qui vont être en milieu de travail ou relâchés, si vous permettez, comme travailleurs essentiels dans certains milieux, n'auront pas nécessairement des conditions importantes. On essaie de ne pas avoir de gens en haut de 60 ans. Donc, s'il y a une transmission, ça va être une transmission qui n'aura pas nécessairement autant d'impact que ce qu'on a avec le drame qu'on a des CHSLD, parce que c'est des personnes à très haut risque. Donc, dans les faits, actuellement, comme on vous le dit, là, les consignes vont être assez claires. Et puis, les gens qui vont potentiellement... Et là, il y a toutes sortes de débats sur la transmission des enfants. Là, est-ce qu'ils transmettent beaucoup ou pas? Habituellement, l'influenza, on dit qu'ils transmettent beaucoup. Là, il semble y avoir des études ailleurs qui démontrent que non. Mais on va surveiller la situation de très, très près comme telle. Puis surveiller aussi, éventuellement, s'il y a un enfant qui est malade puis qu'il y a un travailleur de la santé qui est malade, on va faire des interventions autour de ce cas-là. Merci. Monsieur Legault, on parle du déconfinement, du retour à la vie économique. Est-ce que l'argent des Québécois qui sera utilisé pour la relance économique pourrait aller à des entreprises installées ici, mais qui placent leurs profits dans des paradis fiscaux? Si vous ne voulez pas ça, qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher ça? Bien, ça fait partie des critères qui vont effectivement être examinés, là. On veut que les entreprises payent leurs impôts au Québec. Bon, il y a des cas exceptionnels où, dans certaines industries, certains actifs, pour éviter la double imposition, sont dans des pays où on permet de ne pas avoir justement de double imposition. Donc, il faut le regarder cas par cas, là, mais de façon générale, moi, je pense très important si on aide une entreprise qu'elle paye ses impôts ici. Prochaine question, Mathieu Dion, Radio-Canada. Vous deux. Des confinements, donc, dans 11 jours. La situation s'est détériorée même depuis mardi. Donc, 30 avril à 13h35. Là. Oui ou non? Est-ce que c'est réaliste d'avoir ce déconfinement à Montréal dans 11 jours? Bien, écoutez, moi, je n'ai pas de boule de cristal là, pour savoir où on va être dans 11 jours. Ce qu'on sait, c'est que la situation est relativement stable, mais critique. Mais on doit surveiller. On a 3 hôpitaux à Montréal là, qui ont eu des problèmes. Bon, vous voyez, le nombre d'hospitalisations bouge pas beaucoup, surtout dans les soins intensifs. Il faut que ça reste comme ça. Il faut s'assurer aussi que le nombre de cas, les régions, mettons, ou les sous-régions comme Montréal-Nord, que la situation redevienne sous contrôle dans ce coin-là. Donc, je peux pas vous dire, là, mais ce que je peux aujourd'hui, par contre, affirmer, c'est qu'avant d'ouvrir le 11, les commerces, puis le 19, les écoles à Montréal, on va s'assurer que la situation soit sous contrôle. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, ça serait intéressant de vous dire, de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, puis vous le dire, mais quand on veut que les gens se réouvrent, on veut qu'ils réouvrent dans des conditions différentes. Donc, ils doivent se préparer. On préfère les laisser se préparer adéquatement pour le 11. Si jamais c'est plus tard parce que les conditions ne sont pas là, au moins ils auront fait le travail qui est nécessaire. C'est parce que si dès maintenant on dit on n'ouvre pas le 11, les milieux qui doivent se préparer, parce que j'aimerais ça que vous compreniez là, qu'on n'aura pas les mêmes garderies,
on n'aura pas les mêmes écoles, puis on n'aurait pas la même industrie manufacturière qu'avant la crise. C'est véritablement un enjeu où on va vouloir maintenir au maximum la distanciation sociale, protéger les gens s'ils ont pas capables de respecter 2 mètres. Si vous allez prendre le métro, vous portez un masque ou un couvre-visage, comme on vous l'a dit, là, ça va être une nouvelle, entre guillemets, société. Et cette société-là doit se préparer adéquatement. Fait que je ne suis pas en train de vous dire qu'on fait travailler le monde pour rien. De toute façon, à un moment donné, il va falloir rouvrir le processus, que ce soit en septembre ou maintenant. Et à ce moment-là, les gens réfléchissent. Les gens échangent des perspectives pour réouvrir différemment. Et je pense que c'est important. Docteur Arruda, on en comprend donc que vous visez 14 500 tests par jour. Ça fait quand même plusieurs jours que vous le dites. Là, comment vous allez faire ça? Là? Parce qu'on est toujours à 6 000. Là. Présentez-nous comment vous allez faire ça. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sous peu, vous allez avoir l'occasion de me poser des questions et que je puisse répondre à plusieurs éléments. Mais déjà, par exemple, la situation qui se passe dans Montréal-Nord, actuellement, la directrice de santé publique va ouvrir demain ce qu'on appelle, non pas seulement des cliniques d'évaluation comme on a fait récemment pour des cas, mais des cliniques de dépistage. Ça c'est en train de s'organiser. Puis on est en train de faire le plan avec toutes les directions de santé publique. Là. Puis c'est clair que quand on va déconfiner, on va tester les milieux qu'on va déconfiner de façon importante. Comme je vous le dis, actuellement, on a une disponibilité de 14 500 tests qu'on pourrait mettre en switch on demain matin. Il faut par contre utiliser les tests à bon escient, parce que si on les fait n'importe comment, par exemple dans des régions où il n'y a pas beaucoup de cas, le taux de positivité va être faible et on n'aura pas. On a toujours maintenu des taux très élevés à 15-16 % de positivité, ce qui est un bon indicateur. Ça démontre qu'on utilise le test dans les bons milieux. Mais c'est clair qu'il va y avoir un élargissement et ça va se faire non pas sur la base seulement de prise de rendez-vous, etc., mais des cliniques de dépistage rapide pour des gens qui ont des symptômes ou des asymptomatiques dans certains territoires. Merci. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour. On apprend ce matin que Québec a failli être victime d'une fraude de 45 millions pour l'achat de masques N95. L'affaire s'est retrouvée devant la Cour supérieure et qui a finalement donné raison au CHU de Québec dans cette histoire-là. D'abord, est-ce qu'il y a eu d'autres cas similaires, à savoir est-ce que le Québec a déboursé de l'argent pour des équipements qu'il n'a jamais reçus? Et est-ce que vous estimez que le CHU de Québec, dans ce cas-ci, a bien fait sa vérification diligente? Bon. Selon les informations que j'ai, il n'y a pas d'autres cas similaires. Je pense que les chances sont quand même très bonnes de récupérer le montant total. La Cour, effectivement, a donné son accord pour que l'argent soit bloqué. Donc, actuellement, l'argent est gelé, le fameux 45 millions. Donc, on pense que les chances sont quand même très bonnes de récupérer l'argent. Bon, maintenant... vous ne pouvez pas vous imaginer les milliers de personnes qui nous ont appelés au cours des dernières semaines en disant qu'ils pouvaient trouver des masques N95. Il fallait effectivement, dans certains cas, avancer l'argent, même dans certains cas, comptant, mais en Chine, en tout cas, bref. Je pense qu'on était dans une situation spéciale. Puis comme je vous dis, moi, je pense quand même que les chances sont très bonnes qu'on récupère l'argent. Autre question? Oui, j'aimerais revenir, M. Arruda, sur la stratégie de test. Ce matin, on lisait que certains experts québécois en santé publique qui estiment que Québec ne rencontre pas encore les 6 critères dont vous avez parlé, M. Legault, de l'OMS pour le déconfinement. Je comprends que ça va être annoncé peut-être dans quelques jours, la stratégie de test, mais est-ce qu'on peut avoir un aperçu de qu'est-ce qui sera annoncé, quelle sera la stratégie, et est-ce qu'il va y avoir une stratégie pour retracer les chaînes de transmission également? Oui, écoutez, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on déconfine qu'on va arrêter ce qu'on appelle l'approche recherche de cas et contacts, là, qui est la 2e catégorie des éléments de l'OMS. Oui, on va être capable de le faire. Dès qu'il y a une éclosion dans un milieu scolaire, puis qu'il y a des symptômes, puis qu'on doit intervenir, on va intervenir. Dans certaines, on va peut-être faire des tests aléatoires comme tels. On va voir, là, oui, ça va être fait. Je comprends que les gens l'ont pas vu là, actuellement, mais on est en train d'attacher toutes les ficelles. Il faut comprendre aussi qu'on va avoir des tests en région chaude, mais aussi des tests en région froide, parce qu'on veut monitorer est-ce que c'est en train de s'installer ailleurs. On est en train d'avoir les capacités, là, parce que, Dieu merci, on ne devrait plus avoir de problème
en date d'aujourd'hui. J'ai toujours dit que ce que je dis, c'est vrai en date d'aujourd'hui. On ne devrait pas avoir de problème de réactifs, ni de tiges ouatées, puis des capacités de laboratoire. Là, je ne veux pas annoncer des choses qui sont en cours que je dois valider. Il va y avoir d'autres capacités de laboratoire de telle sorte que on va répondre aux critères de l'OMS, même si des gens sur le terrain n'ont pas cette impression-là. Et comme je l'ai dit, au-delà de ce qui va être utilisé pour le traitement des patients où il va y avoir des tests réservés à l'investigation des cas et des contacts et des tests réservés pour documenter ce qui est dans la population gérée par les directeurs de santé publique et plus tard les études séroépidémiologiques qu'on va mettre en place. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Dr. Arruda. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, dans les régions, il y a comme une espèce de double sentiment. Les gens sont heureux du déconfinement qui s'en vient, du fait qu'on va rouvrir les régions, ça va permettre une plus libre circulation. Mais en même temps, ils sont très inquiets que ce déconfinement-là puisse faire en sorte que des gens de Montréal en profitent pour se rendre dans ces régions-là. Est-ce que vous envisagez, compte tenu de la situation dont vous avez dit, M. Legault, tout à l'heure qu'elle était critique là, à Montréal, de confiner certaines régions de Montréal pour éviter justement qu'il y ait cette espèce d'exode vers les régions, des gens qui sont dans des zones chaudes et qui iraient dans des zones froides? Est-ce que ça, c'est envisagé? Et, le premier ministre l'a dit aussi, on enlève certains barrages pour des raisons de faciliter aussi que les travailleurs essentiels, les nouveaux et les marchandises manufacturières peuvent se procéder. Mais on n'est pas en train de vous le dire, bien, ça y est, là, Montréal, allez-vous-en tous du côté de l'Est du Québec, parce que là-bas, c'est le paradis, il n'y a pas de virus. On n'en est pas là. Et si les gens ont l'impression qu'ils vont avoir des mouvements de cette nature-là, puis qu'on va le faire à ce stade-ci, la réponse, c'est non. Ça fait partie, je vous l'ai dit, ce qu'on déconfine, on déconfine des travailleurs essentiels ou des éléments essentiels dont la définition s'élargit et de façon progressive. Mais pour tout le reste, ça demeure les consignes qu'on va faire et qu'on va ajuster. Parce que si on ouvre trop de feux en même temps ou qu'on met trop d'étincelles dans la paille ou, si vous voulez, du propane, moi, je pense qu'on va avoir de la misère à être capable d'éteindre les feux puis à contrôler les situations. Fait que je sais que c'est très difficile parce que c'est qu'on se dit, écoutez, si les enfants peuvent aller à l'école, puis s'ils peuvent se retrouver comme ça, pourquoi moi je peux pas y aller? Bien, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'on y va avec une... Puis, n'oubliez pas, là, c'est pas des personnes à risque qu'on met en théorie. Là, les gens qui ont des maladies chroniques, etc., ils n'iront pas travailler, là, à moins de travail essentiel ou etc. Fait que le message, c'est que même... Puis je vais vous dire, si on sent des mouvements, je l'ai dit au début, là, si on sent que la population ne suit pas puis qu'on est en train de perdre de contrôle, bien, je peux vous dire qu'on peut revenir à un temps d'arrêt. Puis je pense que ça ne serait pas drôle parce qu'on va probablement se gâcher probablement le mois de juillet ou si on ne fait pas ces choses-là adéquatement. Autre question? Vous ne répondez pas directement à ma question. Ma question, c'est davantage de dire, est-ce que vous songez à confiner Montréal, à dire, à empêcher... On avait abordé ça en début de pandémie. Là, vous aviez dit d'ailleurs que c'était une chose qui pourrait être possible éventuellement de confiner Montréal. Parce que là, toutes les régions ont été confinées, la plupart des régions, mais jamais Montréal. Alors, est-ce que l'inverse pourrait se faire? Est-ce que vous songez? Est-ce qu'il y a un plan qui est examiné pour dire... Il faudra avoir un indice précis d'un taux de transmission localisé à un endroit. Okay? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on démontre, parce qu'il faut voir que Laval est aussi chaud, on parle beaucoup de Montréal, là, mais Laval est aussi chaud que Montréal. Il y a même des communautés similaires qui sont à Laval. Fait que tout va dépendre de notre cap. Un, si c'est faisable, premièrement. Deux, si on a une épidémiologie particulière, là, on pourrait effectivement confiner un quartier techniquement, mais ça doit se discuter notamment avec la directrice de santé publique, puis il faut avoir des raisons épidémiologiques de le faire. Mais si ce confinement-là est impossible parce que déjà la zone est toute rouge, ça c'est une chose. Mais ce qu'on ne veut pas non plus, c'est que tout le monde de Montréal, comme je l'ai dit, monte au nord puis s'en aille dans l'est. Mais il n'y a pas de plan. Je comprends Actuellement, on n'a pas cet indice-là comme quoi qu'on est rendu à ça. Merci. Maintenant, la prochaine question nous provient de Marco Belair-Serino du journal Le Devoir,
quel est le nombre de lits occupés et disponibles réservés aujourd'hui aux patients atteints de la COVID-19, notamment dans les unités de soins intensifs, dans les centres hospitaliers du Grand Montréal? Combien de lits seront mis de côté pour les patients déclarés positifs durant le déconfinement? Attendez une seconde que je regarde ça. Prenez le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs lignes, notamment autour de 1588, qui sont avec des personnes qui sont, on appelle NSA, là, qui ne sont plus activement dans l'hôpital et qui pourraient libérer de l'espace. C'est ce qu'on a actuellement et on est en train de diminuer ça. Il y avait au cours des dernières données une centaine de personnes qui étaient COVID-19 positifs, qui étaient dans une situation où ils pouvaient aller à l'extérieur. Donc, ces personnes-là vont aller vers ce qu'on appelle des zones de transition on ne les remettra pas dans leur CHSLD rouge, etc., pour avoir des meilleurs soins. Donc, actuellement, on a encore une capacité de 1700 lits, si je me rappelle bien, à Montréal, puis aussi autour de plusieurs lits. Il y en a 147 qui sont occupés actuellement en termes de soins intensifs. Puis on a libéré 1571 lits à Montréal actuellement. Merci. Et en sous-question, toujours pour le devoir, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec soutient que les infirmières sont épuisées. Doit-on craindre une nouvelle pénurie de professionnels soignants dans les CHSLD et les centres hospitaliers? Bien, évidemment, là, comme je le disais tantôt, le fait qu'on ait 10 500 personnes absentes, ça met de la pression sur le réseau. Par contre, le fait qu'on a ajouté 7 200 personnes par le site Je contribue, plus les étudiants, plus les soldats, ça enlève une partie de cette pression-là. Moi, ce que j'espère dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est que dans les 10 500 personnes qui sont absentes, il y en a quand même plusieurs qui étaient comme en quarantaine, même si c'est pour 14 jours, qui finissent leurs 14 jours. Donc, j'espère qu'ils vont revenir au travail. Ça va aider les personnes qui sont au travail. Mais je comprends très bien là, que les infirmières sont épuisées. Ils ont été à court de personnel depuis longtemps. Donc, ils ont besoin de repos. Et on fait tout pour essayer d'amener le plus de personnes possible dans les établissements. Merci encore une fois. Le temps file, so time now for question in English, and we'll start with Cathy Sonnet, CBC News. Good afternoon. 98 nouveaux décès au Québec, mesdames et messieurs. Il y a 4400 personnes